Il y a un grand de mon quartier qui m'a dit une phrase un jour qui m'a énormément marqué. Il m'a dit il faut qu'on arrête de s'excuser de qui on est. Et moi, j'incarne ce truc de c'est parce que je viens de là que je vais réussir. Et quand tu es un jeune de quartier que tu comprends ce truc-là, il n'y a pas de limite. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Éthique, le podcast qui met en avant les entrepreneurs qui entreprennent avec sens. Aujourd'hui, mon invité, Ibrahim Silla, fondateur du mouvement Charbonnaria, formateur indépendant. Tu vas nous expliquer tout ça. Comment ça va, Ibrahim? Ça va et toi? Merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, ça va bien. Tu nous viens d'où là? Moi, je viens de Neuilly-sur-Marne, plus précisément du quartier des Fauvettes. Il faut être à Neuilly-sur-Marne. Ouais. Exactement. C'est Ouais. un quartier qui est connu là-bas. Hein. On va dire assez connu, ouais. Ouais. Assez connu dans notre secteur, pour le coup. Dans Tu vas nous 93. raconter tout ça. Ça marche. C'est quoi ton activité, Ibrahim, aujourd'hui? Moi, mon activité, donc je suis formateur et consultant indépendant. Donc, je donne cours à des classes de NTC, je fais des actions de formation aussi au niveau des soft skills. Et je suis consultant en maillage territorial pour l'association Les Déterminés. Donc, je m'occupe de déployer leur programme entrepreneurial et employabilité. Ok, on va revenir un peu dans le détail après. Les déterminés, c'est l'association, c'est une association. Hein. C'est ça, c'est Moussa l'association Camara. de Moussa Camara, alias le Big. C'est comme ça que nous on Le l'appelle. Big. Le Big. Ils ont tous un Grosse surnom. Il y a dédicace. le boss, il y a le Big. Ouais, nous on l'appelle le Big. Je crois qu'il est Big, il est balèze. Ouais, il sait pourquoi on l'appelle le Big. Il sait. D'accord. Donc c'est une collaboration que toi tu as avec lui depuis longtemps. Collaboration, non, je suis plus freelance chez lui. Je suis plus D'accord. en freelance. Ah, Donc après, pour moi, c'est aussi un grand frère. Donc on va dire, on bosse en famille. ok. Charbonnaria, ça date de quand? Ça date depuis un moment quand même. Depuis, on va dire, officiellement, avec des actions concrètes, depuis 10 ans. Ouais, depuis 10 ans. Donc ça a commencé dans mon quartier, justement, ou à Neuilly-sur-Marne, aux Fauvettes, où nous, on a plus réagi à notre condition sociale. On a grandi dans des quartiers et très vite, on a développé l'envie de s'en sortir. Parce qu'on a été face à la réalité, on a développé l'envie de s'en sortir, devenir un boss, partir de rien, ça a toujours été notre mindset. Et on n'a jamais accepté aussi, on va dire, la caricature qu'un parcours d'un jeune ou d'une jeune d'un quartier pouvait avoir. Nous, on s'est toujours vu en boss, on s'est toujours dit qu'un jour, on allait finir en haut. Donc, on s'est dit comment il faut faire. Donc, à la base, ça vient de là, comment il faut faire pour justement s'en sortir. Donc, très naturellement, moi, ce que je fais, je prends une petite salle, j'appelle un grand de mon quartier, une grande sœur, leur demander ce qu'est leur mindset, comment ils ont fait pour arriver là où ils sont aujourd'hui. C'était pas des parcours de ouf non plus, mais voilà, c'était suffisant pour nous motiver. C'était celui qui avait l'association, celui qui avait terminé dans un bon job, celui qui avait créé aussi son commerce de proximité. Ouais. Et ça s'est terminé en conférence. Et du coup, c'est un peu de là que vient l'esprit charbonnaria, l'esprit charbonneur, l'esprit de vouloir s'en sortir. Puis moi, quand j'étais en STAPS, parce que j'ai un parcours. Voilà, moi, j'ai une bonne scolarité. Hein. Ouais, tu me l'as dit. J'ai une bonne scolarité, donc c'est à travers mon parcours STAPS où vraiment, on va dire, je m'ouvre l'esprit. Je m'ouvre l'esprit dans le sens où je suis avec plein de gens qui sont motivés à réussir. Voilà, le sport, c'est beaucoup de vecteurs de motivation, que ce soit pour les partiels ou pour tout simplement quand on est en pratique, on se donne à fond. Et là, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui sont motivés, qui sont à côté de moi, qui viennent de plein de milieux différents. Et ce qui nous rapprochait, c'était le travail et le charbon. Voilà, très naturellement, voilà, je dis à mon pote, faut trouver un nom. Et lui, il trouve le nom Charbonnaria, mon gars Asaf, qui est aujourd'hui mon Salut. associé. D'accord. Asaf, ton associé, on lui passe le bonjour, on le salue. Carrément. Donne-nous des exemples un peu concrets de ce que ça représente Charbonnaria aujourd'hui pour un jeune qui fait appel à vous. Donne-nous des exemples un peu de ce que ça peut donner. Bah, Charbonnaria, de base, c'est des conférences motivationnelles, parce que avec le temps, ça s'est transformé en conférences. Donc, c'est des conférences urbaines où on prend des rôles modèles comme toi, tu fais, de parcours différents, de milieux, ça peut être aussi de milieux différents aussi, qui viennent nous expliquer leur mindset. Donc, tu viens, tu prends ta dose booster. On va dire que tu viens prendre ta dose. Là, aujourd'hui, on a développé un écosystème où on a entre les conférences, les actions de formation et le merchandising.
Donc le merchandising, on a créé notre propre marque de fourniture scolaire, justement avec des mots impactants, inspirants dedans. Stylé. Merci. Marc Charbonnaria, tu m'as dit. Toujours sur l'entité de Charbonnaria, toujours, parce que c'est important pour nous que notre marque soit identifiée comme étant une marque d'émancipation sociale. Et toutes les actions, entre guillemets, qui mènent à ça, c'est le why, donc qui vont permettre de développer les soft skills, justement, de ces personnes-là. D'accord. Donc des conférences, mais quand je vois conférence, moi, c'est t'as un conférencier Hmm. et une salle avec des gens qui écoutent. Est-ce que vous proposez d'autres formats, des trucs, des accompagnements, des tutorats, ou c'est vraiment axé sur les conférences? Bah là, on est dessus, là. Là, on est dessus. Là, on est en train de développer un organisme de formation impact, certifié Calliope pour le coup. Donc, on va délivrer des actions de formation essentiellement sur les soft skills. Donc, nous, notre objectif, ça sera de transformer les soft skills des talents des milieux populaires et des personnes éloignées de l'emploi pour qu'ils puissent s'insérer durablement dans le monde pro. Là, on est vraiment axé là-dessus. Pourquoi? Parce que quand tu grandis dans un quartier ou ailleurs même, en tout cas quand tu es amené à te débrouiller, tu développes des compétences. Voilà, par exemple, il y a le cliché qui dit que les dealers, c'est des génies. En vrai, on dit que c'est des génies parce que, je fais attention, je ne suis pas l'apologie de la drogue, hein. Non, non, on fait pas ça. Voilà. Mais en fait, c'est un sujet qui revient beaucoup, que, entre guillemets, ces gens-là sont des entrepreneurs. En fait, c'est juste qu'ils sont amenés à se débrouiller. Et quand tu es dans un environnement où tu es amené à te débrouiller, peu importe où tu te trouves, tu développes des compétences que tu peux retrouver dans le monde professionnel. Faire une veille commerciale, être commercial, représenter une entreprise, gérer des salariés, Gérer des le équipes. management, le leadership. Tout ça, c'est des compétences que, en fait, que tu acquiers durant ton parcours. Et c'est des gens aussi que parfois ne savent même pas qu'ils ont ces compétences-là. Et justement, bah, y a des personnes qui sont éloignées de l'emploi ou qui ont des difficultés à s'insérer socialement ou tout simplement bah, qui veulent juste développer leur potentiel tout court, bah, qu'ils n'ont pas forcément conscience qu'ils ont ces skills-là. Tu as un monde du travail qui aujourd'hui bah, ont des difficultés à recruter. Il y a une pénurie de talent sur pas mal de sujets. Exact. Et le but, c'est de dire, OK, bah, il y a deux mondes qui ont du mal à se parler. Nous, on est au milieu, on fait la passerelle. On dit, voilà, les talents, on les forme. Les entreprises, on vous aide à recruter. On fait du recrutement inclusif. Et tout le monde est content dans l'histoire. Très bien, ouais. Mm. Ça me parle parce que moi, comme tu sais, j'ai grandi en banlieue aussi. On en Mm. parlait tout à l'heure. J'ai fait un parcours dans mes études assez long. Donc, je suis allé jusqu'en bac+5. J'ai pu intégrer une grande école de commerce en France. Et après, voilà, j'ai fait la carrière du cadre qui rentre dans l'entreprise, 4 ans d'alternance. Ah, l'alternance, c'est un C'était long, sujet d'ailleurs. hein. C'est un gros C'était sujet. long, mais à mon époque, il y avait moins de demandes. Et je pense qu'il y avait plus d'aides et de subventions pour les entreprises. Donc, attention, la première alternance que j'ai trouvée, c'était chez IBM. Quand même. Ouais, ouais, ouais. Après, c'était des partenariats avec des grosses entreprises. Tu vois, j'étais en licence 3, en troisième année de licence, économie et gestion. Donc, merci beaucoup à IBM qui m'a donné ma chance. Pour la petite histoire, il me restait une semaine. Si je trouvais pas cette semaine-là, je partais en cursus classique et je faisais pas d'alternance. Et après, effectivement, après l'université, ben, j'ai intégré une grande école, niveau bac+4, bac+5 pour les 2 dernières années, et j'ai continué en alternance. Donc ça, c'est un truc qui c'est important, je voulais le dire aussi, c'est que les grandes écoles aujourd'hui, surtout aujourd'hui, c'est 13 000, 14 000 euros l'année. Donc c'est Ah, c'est un excessivement coup, cher. c'est un coup, c'est un coup. Dans notre communauté aussi, par éthique, on n'aime pas faire de crédit, on veut pas faire de crédit. Donc il reste l'alternance, qui est une solution pour que l'entreprise te paye finalement ton école. Exactement. Donc voilà, faut pas hésiter, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est beaucoup popularisé l'alternance. Ouais. Au point que tu as beaucoup de jeunes qui veulent faire de l'alternance et derrière, les offres, elles suivent plus forcément. Donc bon courage à tous les jeunes qui cherchent une alternance. Si on peut aider, on n'hésitera pas. J'aimerais qu'on revienne un peu sur Ibrahim en tant Mm. que personne. Ouais. T'as grandi où? Raconte-nous un peu l'enfance. Bah, l'enfance, j'ai grandi à Neuilly-sur-Marne, plus précisément au quartier des Fauvettes, j'aime bien dire ça, hein. Même si t'es pas né là-bas. Je suis pas né là-bas, je suis là à Paris 4e. Ma mère travaillait là-bas, travaillait sur Paris et du coup, voilà, on va dire je suis... Parce que Paris 4e, c'est des beaux quartiers, quoi. Bon, Ouais, voilà. on va dire que t'es un fils de riche, Je suis on un va fils de croire. riche, hein. Donc ma mère, ouais, travaillait là-bas et ensuite on a déménagé en banlieue, à Neuilly-sur-Marne, aux Fauvettes.
T'étais petit quand t'arrivais au Fauvette? J'avais 5 ans. Ouais, t'étais petit. J'étais petit, donc la vie parisienne, je me rappelle pas du tout. Non, t'as pas eu. Ouais, donc je me rappelle tout ce qui s'est passé au Fauvette, Au pour le coup. Fauvette. Ouais, Fratrie, vous êtes combien de frères et on sœurs? est 5. On est Toi, 5. t'es petit, Je t'es suis le plus grand. grand. T'es le plus Je suis grand. le plus grand. Un gros d'exemple. Voilà, c'est ça. Pas le choix. Pas le choix de montrer l'exemple. Donc, j'ai grandi là-bas. Moi, perso, j'ai passé une très bonne enfance, hein. Moi, je vois toujours le quartier comme une force. Malgré les hauts et les bas, malgré ce qu'on a pu vivre de négatif. En vrai, je suis pas là pour faire la promotion de la misère. Voilà, on sait ce qui se passe là-bas. Moi, personnellement, si j'ai ce mindset-là, c'est parce que j'ai grandi là-bas. Je pense que c'est le message qu'il faut retenir. Et surtout, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de positif et comment on s'émancipe? Moi, ma vision, c'est que le quartier, ça reste le ghetto. Même si j'ai de l'amour pour les miens et pour mon quartier, alors moi, je vois ça un peu comme le village en Afrique. Tu viens pour te ressourcer. Et maintenant, moi, mon seul sujet, c'est comment je deviens un boss. Et justement, je pense que les jeunes de quartier devraient penser comme ça aussi. Comment vous devez faire pour vous émanciper? euh, Avec qui je collabore? Comment je développe mes skills? Qu'est-ce que j'apporte à la société? Quelle image je veux laisser aussi? Ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. Quand t'as grandi avec papa et maman ou Ouais, avec les franchement, j'ai eu deux? une bonne enfance. J'ai grandi avec papa et maman, alhamdoulilah. Donc, ouais, j'ai pas à me plaindre pour le coup. Famille de banlieue, schéma un peu classique. Classique, D'accord. traditionnel, classique, dans la culture africaine, beaucoup Ouais. dans la culture C'est quoi africaine. les origines? Moi, je suis tismé, moi. Je suis tismé, je suis malien, sénégalais, ivoirien. Même si j'ai un prisme plus malien, ma mère, elle est sénégalaise, mon père est malien, ivoirien. C'est laquelle la culture? C'est plus Mali, toi, la culture qui te représente le Ouais, plus? Mali, ouais, beaucoup. Et t'es Beaucoup Mali. reparti dans chacun de ces pays ou pas? Oui, je suis jamais allé au Sénégal, mais je vais au Mali et je vais au Côte d'Ivoire. D'accord. Petite préférence ou on va se faire des ennemis? Ah, non, je peux pas dire. Il C'est y en a, ils vont bouder. Ouais. c'est très différent, non, culturellement, Mali-Côte Non, d'Ivoire ou pas tant que ça? non, pas tant que ça en vrai, hein. Pas tant que ça, hein. L'aspect religion, peut-être, qui est. Moi, même, je le sens même pas, hein. D'accord. Franchement, je le sens même pas. Pour moi, Parce que Mali, c'est quasiment que musulman, je pense. Ouais, ouais, après, majoritairement. Après, moi, je le sens pas vraiment. Je le sens pas vraiment. C'est les mêmes cultures, c'est les mêmes langues, même s'il y a beaucoup d'ethnies. C'est en vrai, à la base, c'est l'Empire du Mali, hein. C'était plein de pays qui étaient rassemblés avant. Bon, on va refaire l'histoire, voilà. Mais la conférence de Berlin, Ouais. pour les historiens, L'homme voilà, le c'est plus là. riche de l'histoire, C'est un Malien, Mansa Moussa. Samoussa. C'est ça. Donc, qui était l'Empire du On n'en Mali, parle qui pas. rassemblait. Elle nous l'apprend pas à l'école, lui. Ouais, bizarrement, hein. C'est bizarre, Ouais. ça, hein. Ouais, c'est bizarre. Non, mais Mansa Moussa, pour les curieux, l'homme le plus riche de l'histoire, hein, qui avait je sais pas Carrément. combien d'or, Ouais, des montagnes d'or. carrément. Et, ok, donc les fauvettes, l'enfance, Ouais, parcours scolaire, pas mal, pas mal. STAPS, Staps. Et... finalement, tu termineras pas prof de sport, Non. mais il y a le côté. Tu sais quoi ton sport majoritaire, toi d'ailleurs? Jiu-jitsu brésilien. MMA, jiu-jitsu brésilien. Tu fais encore, tu pratiques? Toujours, Sportif, toujours. grand sportif. Ouais, toujours sportif, préparation physique, jiu-jitsu brésilien, c'est important. Moi, je me voyais sportif de haut niveau, mais bon. Dans, Dieu, dans cet art martial? Ouais, après, très vite, j'ai compris que c'était pas ce qui me... C'était pas ce qui me galvanisait. Moi, ce qui me galvanisait, c'était plus inspirer les autres. Moi, quand j'étais petit, c'est un truc que j'ai pas dit, mais j'étais député du 93 aussi. Ah ouais? Ouais. D'accord. J'étais député du 93. Donc, Ça fait quoi un député du 93? bah, j'étais député junior, en fait, en CM2. Ma prof animait des débats sur l'égalité des chances. Et d'où ça vient, parce que c'est important de le dire, c'est que moi, mes parents, bah, j'ai eu le privilège d'avoir des parents très jeunes. Donc, il y avait beaucoup de débats sur leur situation, sur la situation de l'Afrique. Et comme je t'ai dit, moi, je suis malien ivoirien. Donc, à l'époque, il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Donc, il y avait beaucoup de débats à la maison. En plus, nous, on est une ville, on est originaire d'une ville, Bouaké, où justement, il y avait les rebelles. Ouais. Voilà, il y avait des rebelles. Donc, on a été impacté directement par ça. Donc, mes parents et mes oncles, ils débattaient beaucoup de ça à la maison. Et généralement, bah, il y avait des grands noms qui sortaient, hein, des politiciens connus comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba, beaucoup de ces trucs-là. Ils expliquaient aussi comment ils étaient venus en France. Donc, mes parents ne me l'ont jamais dit directement, mais moi, j'entendais à la maison. J'entendais à la maison, donc j'avais conscience déjà pourquoi j'étais là. De manière insouciante, hein, mais voilà, j'entendais ces trucs-là. Et quand on a fait le débat d'égalité des chances en CM2, bah, en fait, j'ai recraché ce que j'entendais à la maison. Bien sûr, j'ai recraché ce que j'entendais à la maison.
Et suite à ça, bah, ma prof de CM2, Madame Brun, une grosse dédicace à elle. Je vais jamais l'oublier de ma vie. Madame Brun, vous passe le bonjour. Voilà, donc c'est elle qui a appelé mes parents pour leur proposer si je voulais intégrer les députés juniors. D'accord. Donc j'ai fait un test et j'ai été tout de suite accepté. Donc Je savais pas je savais pas qu'il y avait des députés juniors. bah, c'était à l'époque, je sais pas s'ils le font encore, c'était avec Jean-Louis Debré, pas son âme. D'accord. Il nous a quittés il y a Ouais. pas longtemps. Et Bien sûr. on a eu l'occasion de le rencontrer. Euh, on était à l'Assemblée nationale. C'était cool. On a eu un message du président de la République. Franchement, c'était Belle expérience, tu vois, pour sortir des de quartiers, ouf. justement. Mais de manière insouciante, j'avais quoi 11 ans ou 10 ans, je me rappelle même plus. D'accord. T'as fait ça pendant 1 an ou... Ouais, pendant un an, en fait, c'était une journée. En fait, pendant un an, en fait, en fait, t'avais des tests à passer, t'allais à l'Assemblée nationale, tu rencontrais des députés. Je me rappelle même plus quel député j'ai rencontré, hein. Quel Ouais, ça... board politique ils Parce que étaient aussi, je me rappelle plus non plus. t'as quel âge, Ibrahim, Là, j'ai aujourd'hui? 31 ans. D'accord. Donc ça date. Ça date, c'était en 2006 ou 2005. Ouais, en 2005 et 2006. En plus, il y avait je me rappelle, il y avait le sujet Ziad Bouna qui était sur la table. Donc, moi, j'étais Pas grave, impacté ça. directement par ça. Donc, moi, mon objectif, c'était de représenter l'égalité des chances. Donc, moi, en vrai, ce que je faisais, c'est que je recrachais ce que j'entendais à la maison et ce que je voyais aussi dans mon quartier. Simplement, j'expliquais que pour nous, c'était plus compliqué de s'en sortir, mais que c'était pas une fatalité. En plus, ma prof, elle m'avait bien briefé de dire que de ne surtout pas avoir un discours victimaire, de dire que c'est une difficulté, mais c'est aussi une force. Donc, moi, j'avais ce sujet-là sur la table. Puis, ça a un peu conditionné mon mindset et je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a une personne qui m'a dit un jour, plus tard, tira loin. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est elle qui m'a dit ça un jour. Et voilà, aujourd'hui, La je charbonne rien. situation pour nos jeunes de quartier, c'est plus dur aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Moi, je dirais que c'est plus facile. Franchement, je dirais que c'est plus facile. Déjà, de un, il y a beaucoup plus de réussite qu'avant, dans tous les niveaux. Là, aujourd'hui, on est dans une entreprise de podcast. Avant, il n'y en avait pas, Notre tant que ça. communauté n'avait pas ce genre de business. Ouais. Exactement. Il y a beaucoup de réussite. Il y en a beaucoup eu dans la musique, dans le sport. Maintenant, il y en a dans l'entrepreneuriat, il y en a dans le salariat, il y en a dans le social, il y en a dans la politique. Donc, tu as plus de chances de t'identifier. Avant, ce n'était pas monnaie courante. Il y a plus de solutions qui sont mises en place. Donc, je trouve que c'est plus facile. Mais bizarrement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème de génération. Avant, il y a beaucoup d'anciens et d'anciennes qui se sont battus pour avoir certaines choses. Parce qu'avant, ils ne les avaient pas. Donc, ceux qui ont eu ces opportunités-là, ils les ont saisies. Mais là, il y a une génération qui a tout et qui ne se rendent pas compte que les anciens et les anciennes se sont battus pour obtenir ce qu'ils ont eux aujourd'hui. Bon, ouais. C'est-à-dire que pour eux, on va dire, c'est normal ou ils font pas attention. Donc eux, en fait, ils se rendent pas compte de l'importance des solutions qu'il y a en place. Par exemple, l'alternance, tout ça, le recrutement inclusif, le RSE, c'est devenu politique. Avant, c'était pas si politique que ça. Donc les gens aujourd'hui ont beaucoup plus de chances de s'en sortir. C'est juste une question. Maintenant, il faut conscientiser. Tu pourras pas conscientiser tout le monde, mais te faire prendre conscience qu'avant, il n'y avait pas. Maintenant, il y a. Faut s'en sortir. Ils ont moins la dague aujourd'hui. J- Moi, je dirais qu'il y a les extrêmes. Parce qu'il il y en a, quand ils ont la dalle pour de vrai. Il y en a quand c'est des zouaves, c'est des zouaves. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de juste au milieu. En fait, c'est une génération qui est, pour moi, un peu perdue. Pour moi, qui est un peu perdue. Donc, il y a les extrêmes. Il y a ceux qui, c'est des ovnis, ils sont nombreux. Et il y a ceux, On a des bons cerveaux chez les petits jeunes. il y a des bons cerveaux. Et de l'autre côté, t'en as qui n'ont pas compris. Il y en a, ils n'ont pas Ceux qui compris. ont abandonné. Mais il n'est pas trop tard. Ils n'ont pas abandonné, c'est qu'ils n'ont pas compris. En fait, il y a pas. Enfin, moi, je suis plus dans dans ce schéma-là. Comme je t'ai dit, il y en a qui ont ce mindset-là, qui sont conscients ou, tu vois, qui méritent d'être conscientisés. Il y en a d'autres qui n'ont pas compris, tout simplement. Il y en a qui se complaisent dans ce truc-là et on peut rien faire. Tu C'est penses triste. que les professeurs, je pense notamment en école primaire, au collège, au-delà d'assurer leurs cours, quand ils les assurent, hein, parce que je veux jeter la pierre à personne, parce que c'est dans les ZEP, dans les UP, c'est difficile parfois d'enseigner tout ça.
Il y a un absentéisme, j'ai quand même l'impression de la part des professeurs qui est de plus en plus important, dans le public en tout cas, ce qui fait qu'on a aussi beaucoup d'entre nous qui mettent leurs enfants dans le privé. Est-ce que les professeurs, tu penses qu'ils jouent bien leur rôle de transmission, de motivation, au-delà de donner des cours? Est-ce que tu penses qu'ils font rêver les jeunes et qu'ils les motivent? Ça dépend. Franchement, ça dépend. Je pense qu'il y a des bons profs comme des mauvais. Après, les conditions aussi, des fois, de certains profs ne sont pas non plus idéales. Des fois, tu as des classes qui sont surchargées. Les infrastructures, des fois, c'est pas non plus au point. Enfin, les conditions de travail, c'est un peu compliqué. Des fois aussi, il y en a qui manquent de formation, mais je trouve qu'il y a quand même des bons profs aussi. Il y a quand même des bons profs. Je vais parler en mon nom. Je ne sais pas si je suis la majorité et je m'en excuse pour ça, mais en tout cas, moi, j'ai eu des profs qui m'ont impacté. Moi, je me rappelle, j'avais un prof qui s'appelait aussi Monsieur Barbeau, qui était un jeune et qui, lui, nous a énormément aidé. C'était un prof de PS, justement. De PS, ouais. C'était un prof de PS, il écoutait du rap, s'habillait comme nous. Carrément, j'avais un pote à moi qui était footballeur. Lui, il venait regarder ses matchs, donc il avait ce truc mindset motivation. Ouais. Il vous soutenait, Il nous au-delà de soutenait son de ouf. métier. Il nous soutenait de ouf. Après, Charbonnaria aussi, c'est pour ça que Charbonnaria est là. C'est pour ça que des structures comme les Déterminés sont là, comme En Time to Star sont complément, ouais. là, qui sont là pour apporter cette motivation aussi. Ouais. Tu m'as rappelé, je salue. Moi, j'ai mon professeur de français, Monsieur Trias, au collège, que j'ai eu en cinquième et en troisième, qui a eu un impact fort sur mon parcours. J'ai toujours aimé écrire, comme je te disais tout à l'heure, et m'a toujours encouragé dans cette voie. Et voilà, je sais qu'il aimait bien ce que j'écrivais, mes rédactions, tout ça. Tu faisais du rap ou quoi? J'ai eu au lycée une période rap, mais j'ai pas T'as pas percé. percé, hein, ligament J'ai pas croisé. Hein. percé. Ligament des cordes vocales. Hmm. Mais non, non, je voulais le saluer et j'ai souvent cherché à renouer contact avec lui. Donc, s'il nous regarde, qu'il n'hésite pas à m'envoyer un petit message, ça me fera plaisir. Tu disais tout à l'heure le charbonnaria pour devenir des boss. Ouais. C'est quoi devenir un boss? Ça passe par l'entrepreneuriat ou ça peut être le salariat aussi? Ça peut être tout domaine. Être un boss, c'est pas forcément être le plus riche. Hein. Tu peux être boss, je sais pas, dans l'associatif, dans la politique, dans ton quartier, chez toi à la maison. En fait, c'est une posture. C'est un mindset, comme on disait. C'est un mindset, c'est une posture, c'est un état d'esprit, c'est une façon de se comporter, c'est une attitude. C'est des personnes qu'on a. Enfin, j'ai encore parlé pour notre communauté urbaine, mais c'est des personnes qu'on a marginalisées, qu'on a réduit, entre guillemets, à quelque chose de souvent de médiocre. Voilà. Pour revenir sur l'histoire de la banlieue et des quartiers populaires, ça vient après la Seconde Guerre mondiale, après les 30 Glorieuses, pour reconstruire la France. Il y a eu plusieurs vagues d'immigration. Donc, on était la main-d'œuvre pour reconstruire la France. Donc, on n'est pas venu pour avoir une posture de boss à la base. Non. On est venu pour reconstruire la France. Après, c'est venu quand on s'est rendu compte que non. Nous, on est la génération du changement. Donc, être un boss, c'est ça, être respectable. Être respectable. Après, oui, il y a des facteurs qui rentrent en compte, comme le côté financier. On vit dans un système capitaliste, hein, donc il faut s'adapter au système. Mais quelqu'un qui est salarié, quelqu'un qui a son podcast, quelqu'un qui est consultant, quelqu'un qui gère une association, c'est être un boss, être au contrôle de ce qu'il fait, être indépendant, avoir un maximum de valeur à ajouter. On a Et- quand même Hmm. franchi une belle étape. Hein. Tu Bien sais, quand sûr, je regarde la bien sûr, bien génération de sûr. nos parents, encore une fois, pour nous qui avons grandi dans les banlieues, dans les quartiers, c'était parfois le modèle assez habituel, hein, le papa ouvrier. Carrément, carrément. Et Gros respect à eux surtout. gros respect à eux. Voilà. Et pour ceux qui nous ont quittés, paix à leurs âmes. Mais voilà, c'était le salaire minimum dur à des pâquerettes, 1200, 1300 euros. La maman, elle travaillait pas, ou parfois elle travaillait à garder des enfants, c'était un petit complément. On n'avait pas grand-chose, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'aujourd'hui, quand même, malgré tout, nos enfants à nous, de notre génération, c'est quand même un revenu qui est supérieur. Je fais pas des généralités, je parle pas pour tout le monde, mais on est quand même de plus en plus, comme tu disais, avoir fait des choses, tu Non, vois? il y a de l'émancipation Il y a sociale. de l'émancipation sociale, et tu le vois, nos enfants, nous, ils ont des loisirs ou des vêtements que nous, on n'avait pas. Moi, je disais à mon fils hier, ma première paire de Nike, je l'ai eu en cinquième, tu vois? Ce qui est déjà pas mal, peut-être par rapport à d'autres. Mais en primaire, j'avais pas de vêtements de marque, par exemple. Alors que eux, ils ont que ça. Je dis pas c'est bien ou c'est pas bien, je fais pas de jugement par rapport à ça.
ils ont des loisirs, ils mangent tout le temps dehors, dans les trucs, ils vont jouer. Nous, il n'y avait pas tout ça. Donc, de l'émancipation sociale, il y a un grand pas qui a été passé. À eux maintenant, tu vois, je pense que nos parents, ils ont fait un pas de géant. Quand tu Ah, mais considères c'est trop ce qu'ils ont fait. qu'ils sont venus d'un autre Incroyable. Nous, on continent, est des petits par rapport à on eux. est des petits. Et tu vois, parfois, moi, ce que j'aime pas entendre, ou ce qui me chagrine, si tu veux, c'est nos jeunes qui font n'importe quoi. Hmm. Ouais, c'est je C'est sais pas l'environnement. quoi, c'est mort pour nous, je sais pas, tu sais, ils se bourrent le crâne. Évidemment, c'est pas idéal de grandir en cité, machin, mais c'est pas la fin du monde non plus. En fait, il faut qu'ils comprennent que le quartier, c'est une putain de force. C'est un mindset, c'est une force. Il y a plein de choses que tu apprends dans le quartier. Il y a une série qui s'appelle Power, par exemple, où il y a un moment, il fait un stage dans une grosse boîte, un personnage qui fait un stage dans une grosse boîte, et le gars, en fait, il lui dit si tu crois on est au quartier ou quoi? Il lui dit c'est le monde qui est comme le quartier. Et c'est vrai, parce qu'en fait, dans le quartier, c'est la loi de la jungle. C'est la loi de la jungle. Malgré tout ce qu'il y a de positif, hein. C'est t'es amené à te débrouiller, t'es amené à faire face à des situations, des fois, qui sont compliquées, qui sont délicates. Et quand tu arrives à survivre à travers ça, tu peux survivre dans le monde entier. Moi, tu me mets partout dans le monde, je m'en sors. Je suis hyper sociable, je connais toutes les communautés. Du Maghreb à l'Afrique, à la France, partout. On s'adapte. Je m'adapte partout. Mon pote qui est algérien, mon ami qui est tunisien, qui est malien, qui est congolais, qui est pakistanais. En vrai, je connais toutes les cultures. Et avec les classes sociales du 16e, tu Mais t'adaptes. bien sûr, je m'adapte. J'ai fait STAPS. C'est-à-dire, quand j'ai fait STAPS, j'étais avec toutes les statuts sociales que tu peux voir. J'étais avec eux. Et moi, j'étais OK avec ça. Je ne me suis pas dit, ah, je suis un gars de cité, j'arrive pas à m'adapter. À aucun moment, je me suis dit ça. Il y a un grand de mon quartier qui m'a dit une phrase un jour qui m'a énormément marqué. Monsieur Mamsdeka, alors, pour la petite dédicace, il m'a dit il faut qu'on arrête de s'excuser de qui on est. Au bout d'un moment, il faut arrêter de s'excuser, les gars. C'est plus possible. Moi, j'incarne ce truc de c'est parce que je viens de là que je vais réussir. Et quand tu as un jeune de quartier, que tu comprends ce truc-là, un jeune ou une jeune aussi, parce que voilà, j'ai pas envie de que parler sur la posture homme. En vrai, quand tu as capté ce truc, il n'y a pas de limite. Zéro limite. La seule limite que tu vas être, c'est parce que tu as des valeurs et c'est toi-même qui vas te fixer des limites, tu vas pas faire tout et n'importe quoi. Mais moi, tu me mets partout dans le monde, t'inquiète pas que je vais m'en sortir. On grandit plus vite, j'ai l'impression. Mais bien sûr, tu grandis plus vite. Mais mon gars, t'es dans le quartier, tu fais face à des trucs. Des fois, quand je racontais mes histoires à mes potes, justement, qui venaient pas de mon quartier, ils m'écoutaient, on dirait que j'étais Père Castor. Ce truc devait dire, c'est un mytho, lui, mais c'est réel. On vit vraiment des deux côtés, hein. Il n'y a pas que le côté négatif. Des deux côtés, des fois, tu es amené à voilà, faire face à des choses ou à te débrouiller. Tu fais des moves de vainqueur au final. Et après, quand tu réussis, tu es en mode voilà, là, je suis un boss. Là, je suis un boss. Là, je vais dédicacer aussi à un pote à moi, Adama Kamara, avec qui on a grandi, qui aujourd'hui joue au Paris FC. Le gars n'a pas fait de centre de formation. Il est titulaire en Ligue 1. Il a percé à 26 ans. Incroyable. Mais Il c'est a trop signé, fort. il a signé quand au Paris FC? Il a signé il y a 2 ans. Il a 24 ans. Non, il avait 26 ans. Là, Il avait ouais, 26 ans. là, ouais, Et là, il a 28. il a 28, ouais, 29. Ouais, parce qu'en 26, il allait avoir 27. C'est-à-dire que le gars, il n'a pas fait de centre de formation. Et aujourd'hui, il est au Paris FC et les gens, ils sont en mode, mais truc de ouf. T'as des gens qui éclatent sur le tard comme ça. Mais mon gars, il n'y a qu'un mec de cité qui peut avoir ce mindset-là. N'Golo Kanté, c'est quoi? C'est un mec de cité. Il y a percé tard aussi. Riyad Mahrez, c'est un mec de cité parce que quand tu grandis dans la résilience, ça te fait pas peur. Quand tu as un objectif, ça te fait pas peur parce que tu as conscience de là d'où tu viens. Tu en as conscience et ça, c'est la base. C'est quoi les soft skills que toi, tu les aides à développer, les jeunes de banlieue, ou c'est tous les soft skills, ou pour toi, ils ont des aptitudes particulières que d'autres n'ont pas? Moi, je pense que la plus grosse aptitude qu'un jeune de banlieue a, c'est la résilience. La résilience et, on va dire, l'adaptabilité, quand ils en ont conscience. Parce que quand un jeune de quartier n'a pas conscience qu'il peut s'adapter à tous les niveaux, en fait, il va se renfermer sur lui-même. Il va dire, ah, c'est pas pour nous, ces mondes-là, c'est pas mon truc. Mais en vrai, quand tu grandis dans le quartier, tu vis avec tout le monde. En vrai, tu vis avec tout le monde.
tout le monde en termes d'ethnie, ouais. Mais en termes de classe sociale, Oui, non. mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais nous, tu as l'école avec tout le monde. Mhm. Tu vois, dans notre école, il n'y avait pas que des gens de banlieue. Des gens de banlieue. J'avais des gens de banlieue, mais c'était la banlieue un peu haute aussi. Il y avait des gens qui avaient des bons Ouais, ouais, revenus. selon les écoles, ouais. Donc, ouais, voilà, t'étais avec des gens qui avaient des bons revenus. Moi, petite parenthèse. J'ai grandi à Épinay, 9-3. Et honnêtement, la mixité sociale, après, c'est pas parce que j'étais vraiment dans une ville, voilà, mais je ne l'ai pas connue avant. C'est pour te dire, tu vas réagir sur ça. Mais en fait, nous, on avait un schéma. Moi, je suis le dernier de la fratrie. Et on avait un schéma. On a tous fait la même école primaire, le même collège, le même lycée, qui était le lycée de ma ville. Et le lycée, franchement, la mixité, elle était pauvre, hein. D'un point Ouais. de vue social, c'était quand même, tu Toi, vois. t'es resté dans l'attaque des Titans, toi. Voilà, je restais dans Le mur le Maria. district, ouais. Ouais, le mur Maria pour la ref. Ou comme dans Breach, c'est les Carrément, quartiers carrément. ghetto dans Breach, là. Ben, ouais, donc lycée, tu sais, les lycées avec maintenant, avant, c'était pas comme ça. Double grille, sécurité pour rentrer, des caméras, des trucs de ouf. Et la fac, j'ai pas fait beaucoup plus. Je suis parti à la fac de Villetaneuse. Là, donc t'es resté un peu À dans côté de ton... chez moi, j'allais à pied à la fac. Pourquoi? Proximité, continuité, on fait comme les autres. Moi, de par ma personnalité, ma curiosité, je suis un petit peu machin, je sors souvent du rail. C'est pour ça qu'après la fac, après un peu de chance aussi, j'ai fait les bonnes rencontres. Je suis parti à la fac de Nanterre. Et à la fac de Nanterre, déjà, j'ai commencé à voir un peu une autre population par rapport à la fac de Villetaneuse, qui était quand même beaucoup dans la continuité tu vois, de ce que je voyais au lycée. Et après, de là, grande école, machin. Et là, en grande école, j'ai vu vraiment des gens voilà, d'une autre classe sociale, d'une autre catégorie sociale. Et j'ai vu des différences de... Ça, je te dis, on grandit plus vite. J'avais l'impression, quand je suis arrivé là-bas, je connaissais plein de trucs de la vie. Ils étaient beaucoup dans une insouciance, dans de l'amusement, on va faire la fête, Je vois ce que tu veux dire. truc. Le rapport à l'argent n'était pas le même. Pourtant, c'était des gens, encore une fois, je ne généralise pas, qui venaient de familles plutôt riches, mais qui avaient peut-être un manque de partage et de générosité, tu vois. Ouais, c'est pas les mêmes valeurs que toi. C'était pas les mêmes C'était valeurs. c'était Une fois, ça m'a différent. fait rire, quelqu'un, il lui manquait 5 centimes, je crois. Et il m'a dit, je te les rends demain, machin. Je lui ai dit, non, c'est bon pour 5 Ouais, c'est centimes. pas le, Nous, on s'en c'est pas le foutait même de ça. délire. Et ouais, pour te dire, on grandit pas au même rythme. Et ouais, donc les soft skills principaux, c'est Ouais, je dirais, encore une fois, résilience, adaptabilité. Ouais, pour moi, c'est ça. Parce que, bon, déjà, dans les quartiers, on n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous la même situation géographique. Moi, dans mon quartier, il y en avait les fauvettes, et à côté, il y avait des gens qui étaient qui étaient très bien lotis, qui étaient très bien aisés. Donc, on était mélangés avec eux. Donc, nous, on avait cette mixité sociale. Déjà, Personnellement, moi, ça ne m'a pas dérangé. Après, tu en as d'autres. Tu vois, par exemple, les quartiers, quand ils sont sur Paris, bah, Paris, tu as les quartiers bah, c'est le ghetto. Et juste à côté, c'est hyper riche. Donc, eux aussi, des fois, ils peuvent être amenés à être mélangés. Comme des fois, tu as d'autres villes qui sont plus enclavées et qui sont vraiment entre eux. En vrai, chacun a sa situation sociale. Moi, je dirais encore une fois l'adaptabilité parce que quand tu as conscience de là où tu vas, naturellement, tu vas essayer de le développer. Naturellement. Parce que tu as l'habitude de parler avec... moi, je ne parle pas qu'avec des Maliens. Je parle avec tout le monde, par exemple. bah oui. Donc, encore une fois, tu vas me mettre dans le 16e, tu vas me mettre dans un quartier UP, je vais me débrouiller. Parce que j'ai ce truc, j'ai la tchatch, je suis sociable, on va dire, j'ai une intelligence humaine. Dédicace à M. Maracanté, si on aime bien dire ça aussi. J'ai une intelligence humaine, donc je Tu m'adapte. t'adapteras, ouais. Et un gars de quartier, normalement, bah, je te jure, c'est les meilleurs c'est les commerciaux ou commerciaux, je sais pas comment on dit. Commerciaux, ouais. C'est les meilleurs commerciaux. C'est les meilleurs commerciaux parce que quand tu travailles au marché, tu vois. Le gars, il va, dans son truc, il va te le vendre. Ils savent vendre, ouais. Voilà. Faut juste une prise de conscience. Notre rôle, justement, avec Charbonnaria, ça sera de dire comment tu transformes ta condition sociale en force. Comment tu identifies tes propres soft skills. On fait ton SWOT. Tes forces, tes faiblesses. Moi, personnellement, c'est l'intelligence humaine, c'est l'éloquence, c'est le leadership. Il y en a peut-être, c'est d'autres Les choses. étudiants que tu formes aux soft skills, ils ont quel âge à peu près? Ça va de 15-30. De 15 à 30. Ah ouais, d'accord. Ouais. Nous, on va être sur vraiment, c'est talent de la diversité et public et donné de l'emploi. Donc, talent de la diversité, en fait, ça fait un peu fourre-tout, mais en fait, tu as plusieurs cibles dans les deux catégories.
On a beaucoup de personnes de notre génération, issues de nos communautés, qui aujourd'hui tentent le retour dans le pays de leurs parents, Ouais. dans leur Excellent. pays d'origine. En tout cas, en Algérie, Maroc, on en voit plein. Depuis 2-3 ans, c'est en train d'exploser. Est-ce que déjà, vous, Mali, Côte Mais d'Ivoire, bien sûr. il y a ce même effet? Mais à fond les ballons. Tu De penses ouf. que pour nous, l'avenir, il est de retourner en Afrique faire quelque chose? Ouais, pour ceux qui veulent. Moi, personnellement, je veux faire le retour en Afrique. Il y en a d'autres qui sont. En fait, c'est du moment, c'est quoi ta vision? Moi, je vais pas faire la promotion de ça parce que c'est libre à chacun. Moi, c'est l'Afrique. J'espère un jour retourner soit au Mali, soit en Côte d'Ivoire. Ce serait un rêve de bosser, de pouvoir ramener ma plus-value à l'émancipation de l'Afrique, en toute humilité, bien sûr. Je te souhaite. Ouais. En toute humilité, mais oui, bien sûr. C'est la diaspora ivoirienne, malienne, sénégalaise, même d'autres pays. On est concerné et il y a des belles réussites. Des très grosses réussites, même d'ailleurs. Mais pourquoi pas continuer ton combat ici, en France? Les deux. Les deux. Je suis français, je suis né en France. Tu fais les deux? Les deux. En fait, je suis comme Luffy, je suis un citoyen du monde. On voit le t-shirt. Tu vois, si demain je dois vivre en Afrique, je vivrai en Afrique. Si je dois vivre en France, je vivrai en France. Là, j'étais aux États-Unis récemment, j'ai pris une claque, j'ai grave kiffé. Si je dois vivre... T'étais où aux États-Unis? J'étais à New York. Ouais. J'ai fait pratiquement un mois là-bas. Donc, Notre mindset, ah ouais, j'ai pris une dose. J'ai pris une dose de mindset. booster. Booster de ouf. Et j'ai grave kiffé. C'est un pays ouais, où je me vois vivre, clairement. Je me vois vivre clairement parce que ça colle avec mon mindset, ça colle avec qui je suis. Je peux vivre, voilà. Après, si on parle d'un point de vue religieux, voilà, le mieux pour moi, ça serait de retourner dans mon pays d'origine. Mais là, actuellement, je ne me pose pas de limite. D'accord. Je suis en Luffy. T'es un Luffy, ouais. Voilà. T'es très manga, toi. De ouf. Depuis petit. Shonen, ouais. À mort. DBZ, Chevalier du Zodiac, One Piece, Naruto, Hunter x Hunter. T'es sur quoi en ce moment? Là, en ce moment, je rattrape One Piece. Animé ou Animé. le Les scans, bouquin? ouais, les scans, là, j'ai Tu veux pas que je te envie. spoil? Non, pardon. Excuse-moi. Non, ouais, moi, Non, je suis je veux pas manga. spoil. Je suis manga. C'est même ça aussi qui m'a donné l'envie d'entreprendre. Parce que je compare ma vie à un shonen. Ça nous apporte quand même des bonnes valeurs, les De shonen. ouf. Ceux qui regardent pas les mangas, les gars, vous ratez quelque chose, je vous le dis. Et maintenant, je vois, moi, avec ma femme, elle fait attention par rapport à la violence, tout ça. Elle me dit, ils sont petits. Moi, je me rappelle, on regardait DBZ, on était petits quand même. Ouais, mais moi, ma mère, elle aimait pas, moi. Ouais. Elle aimait pas jusqu'à aujourd'hui. Elle Parce que dit, tu regardes que des mangas violents. C'est la Elle disait violence. ça. Non, moi, elle s'en Ouais. fichait, moi. Non, moi, elle aimait pas. Hein. Bizarrement. Mais tu vois, même dans ma communication, quand tu regardes mes publications, je mets toujours une ref au manga. Toujours, soit je mets un Excellent, Luffy, ça. soit je mets un Vegeta, soit je vais mettre Naruto. En fait, c'est des gens qui sont partis d'une position défavorisée pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Et ils avaient une haute ambition, ils avaient un rêve. Naruto, il voulait devenir Hokage. Hunter x Hunter, Gon, il voulait devenir un Hunter. Luffy veut devenir le roi des pirates. Ça me parle, moi. C'est l'histoire de la réussite, en fait. La réussite, le hustler, charbon ambition. Ça devient des boss, des Hokage. Voilà. Mais dans leur prisme à eux. Voilà, ils ont. Et il y a toujours un truc social. Et Je ça crois que j'aime la bien. France, historiquement, c'est un des pays qui consomme le plus de mangas, si ce n'est le pays en dehors du Japon. Et c'est arrivé bien plus tard, l'intérêt aux États-Unis, par exemple. Ils s'y sont intéressés bien après nous. Hein. Après nous, c'est Ouais. Club Dorothée qui avait fait rentrer. Ah, aussi. moi, franchement, moi, je suis matrixé par les mangas. Hein. Ouais. Tu sais c'est quoi mon surnom? C'est quoi? Vegeta. Pourquoi Vegeta? Il est algérien, Vegeta. Il est Soniké, je suis désolé. Ah non, tout le monde sait qu'il est Ouais, algérien. Vegeta, c'est un Soniké, mon gars. C'est un Soniké. Pourquoi Vegeta prendre son nom Vegeta? Parce qu'il lâche rien. Même s'il perd, il lâche rien. Il revient, toujours. Mais Et c'est moi, pas le je plus trouve- gentil aussi. Bah, au final, tu te rends compte que, en fait, Vegeta, C'est un jaloux. non, en fait, moi, je n'ai pas eu cette lecture-là. Moi, je me suis identifié en mode africain. Parce que Vegeta, c'est quelqu'un qui a conscience qu'il est issu d'un peuple glorieux, avec un passé de ouf, avec des grandes richesses, qui a été colonisé par un mec qui s'appelle Freezer, qui les a réduits à l'esclavage. Donc moi, ça me fait penser un peu à l'histoire de l'Afrique. Et que lui, en fait, il est en mode, non, moi, je suis fier. Je suis fier de venir de ce peuple-là. Et quoi qu'il arrive, je me péta. Je tombe, je me relève. Moi, c'est comme ça que j'ai eu la lecture de Vegeta. En fait, Sangoku, c'est un peu pareil, non? Sangoku, je kiffe Sangoku, mais il je était pas m'identifie moins. prince. C'était pas un Non, prince. il a Goku. moins le prisme.
Après, Son Goku, il sauve l'humanité et tout, mais je me suis plus identifié à Vegeta dans le. Tu vois, moi, j'aime trop les mecs, moi, même si Son Goku, il s'entraîne aussi, mais tu vois, Vegeta, c'est CR7, tu vois. On va dire Messi, c'est Son Goku, Ouais, et Vegeta, c'est CR7. on Moi, peut je dire suis ça. trop mentalité CR7, et Vegeta, c'est ça. C'est le gars, il a conscience. En fait, c'est quand tu regardes le personnage, le gars, il réagit par rapport à son prisme. Voilà, il s'est fait coloniser par Freezer. Ils ont réduit son peuple en esclavage. En plus, il se transforme en gorille. Tu vois. Mon gars, Un bon argument, ouais. c'est un Sonic C'est un Vegeta. Tu Sonic. vois, c'est un pharaon. Tu vois, il a conscience que tu vois, les pharaons, tout ça. Ah ouais. Eh ouais. Bonne référence. Et Hmm. dans la vie perso, ça donne quoi aujourd'hui? T'as des enfants, mariés, Non, célibataire, célibataires? divorcé. D'accord. Célibataire, divorcé. On te souhaite un nouveau mariage alors. Ouais, Inch'Allah, hein, faut trouver la queen. La bonne. Ouais, la bonne, j'ai Le confiance. travail, il te prend pas trop de temps. Si, quand même. Si, quand même, si, quand même. Mais bon, on est là pour ça, hein. Il faut aussi, ouais. Donc, il faut Ouais. aussi trouver le partenaire de vie qui accepte ton rythme de travail. C'est hyper important. Même sur ça, hein, c'est un sujet, hein. Le partenaire de vie, c'est la base. C'est vraiment ça qui accompagne la réussite. Surtout, on dit tout grand homme est accompagné d'une grande femme. Et surtout quand tu es entrepreneur, même si tu as une vie compliquée, tu dois avoir ce côté émotionnel stable. Avoir ce partenaire de vie qui te pousse malgré les hauts et les bas. Ça te manque pas, justement, ce soutien au Si, quotidien? moi, ça manque. Ça manque de ouf. Ça manque Tu de le ouf. trouves où ton soutien dans tes projets quand t'es pas bien, quand ça va? Je suis bien entouré. Mes frères. Mes frères, mes sœurs aussi. Tu vois, j'ai grandi avec des femmes aussi qui sont exceptionnelles. Mes sœurs, ma famille. Mais c'est vrai que le partenaire de vie, c'est vraiment la base. Moi, je crois en ce truc-là. Voilà, je suis pas un mec gauche à droite. Voilà, le jour où je m'engagerai pour une personne, je m'engagerai pour de vrai. Végéta, il faut Bulma. C'est important. Elle est pas facile, Bulma non plus. Ouais, mais j'accepte. C'est pas grave. Toutes les femmes, elles Ouais, sont pas faciles. faut du caractère. J'accepte, moi. C'est Ok. normal. Tu vas recevoir des messages là, suite au podcast. Inch'Allah. Inch'Allah, je te le Malienne de souhaite. préférence. Ouais. Toujours. Ibrahim, tu te vois où dans 5 ans? Boss. Dans 5 ans, franchement, je me vois bien développer mon organisme de formation, faire que Charbonnaria soit viable avec un bon business model, des bons partenaires, faire des grosses conférences à impact. Parce que pour moi aussi, c'est important d'avoir des grosses conférences, développer le côté merchandising. Et dans 10 ans, attends, je vais t'anticiper, dans 10 ans, je me vois être business angel, à devenir investisseur, avoir gagné suffisamment pour pouvoir réinvestir dans des entreprises, à impact, que ce soit africaines ou de banlieue. Moi, c'est ma manière de faire mon give back. Là, il y a Feneux qui a créé son émission qui mise sur moi. Je trouve ça ouf. Ouais, Je trouve ça j'ai ouf. vu ça, j'ai vu passer. C'est incroyable. C'est incroyable. Et C'est quoi le concept un peu? c'est comme qui veut être mon associé. D'accord. Donc, lui fait une dotation financière de 20 000 euros à des entrepreneurs de quartier. Dans le jury, il ramène des entrepreneurs de la diversité. C'est magnifique. Franchement, c'est lourd de ouf. Et moi, je me vois bien en faire mon métier aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entreprennent. C'est très dur. Quand tu viens d'un quartier, voilà, ou même ailleurs, même, tu peux venir même aussi d'un village, tu as des grosses problématiques au niveau financier. Des fois, ce n'est pas les idées qui manquent, ce n'est pas l'énergie qui manque, ce n'est pas les compétences qui manquent, c'est juste le coup de carte. Le coup de carte qui va faire que demain, ton truc, il explose. Des fois, il y a des projets Les finances. qui, Ouais. qui prennent de l'ampleur. C'est juste la personne a le bon écosystème et a le bon coup de carte. C'est-à-dire qu'il y a eu le bon soutien financier, il y a eu le bon investissement. Et là, on ne combat pas avec les mêmes armes. On ne combat pas du tout avec les mêmes armes. Moi, c'est de dire, OK, aujourd'hui, j'ai du cash. J'ai du cash et je peux le redistribuer. T'encourages les jeunes de banlieue à entreprendre. Bien sûr. Mais La France, entreprendre, est-ce que tu trouves que la France aide les entrepreneurs? non, en fait. Moi, en Alors fait, imagine, déjà, tu es entrepreneur et en plus tu viens de quartier, en plus tu es black ou tu es c'est vrai. arabe. Moi, j'encourage. Après, la France, pour moi, en fait, quand je dis non, dans le sens où la problématique, c'est qu'ils encouragent ils encouragent à deux vitesses. Ils mettent plein de choses en place avec la BPI, etc. Il y a des entrepreneurs, il y a des acteurs comme les Déterminés, Time to Start, Entrepreneurs dans la ville. Il y a plein de trucs Ah, qui se ça, mettent en c'est place. cool. Ça, c'est lourd. Maintenant, il y a une réalité, c'est que il y a trop de charges. C'est-à-dire que, OK, tu encourages des gens à entreprendre, créer de l'emploi. Il faut faire ça. C'est important. Mais quand
un jeune entrepreneur se lance, il est directement attaqué. Ouais, ok, pendant un an, ok, il était peut-être exonéré d'impôts sur les trucs, mais c'est pas assez. Moi, je suis auto-entrepreneur. L'URSSAF, c'est chaud. C'est trop. Tu payes l'URSSAF, tu payes la CFE, après, tu vas payer tes impôts. Mais moi, je m'en sors comment en vrai? En vrai, comment tu t'en Il sors? est bien réutilisé, cet argent qu'ils nous prennent ou pas? Ça dépend. Moi, pour moi, il faut taxer les ultra riches. Je suis désolé, mais moi, demain, Mais tu me demain, taxes. quand tu es ultra riche, tu Normal, l'accepteras, ce mais bien discours? sûr. Mais pourquoi? Mais je suis ultra riche. Tu fais 10 millions, on te prend 1 million, Mais t'acceptes? normal. Ouais. Mais normal. Mais je suis ultra riche. En fait, si je suis ultra riche, j'aurais pas, ça va pas impacter mon quotidien. De perdre 1 million ou 2 millions. C'est ok, tu boudes, ouais, vas-y. Mais au final, mon frigo sera toujours rempli. Je pourrais faire ce que je veux. Moi, je suis un entrepreneur de banlieue. Tu vas me taxer. Mais je fais comment? C'est dans ce sens-là, au final, où ils n'encouragent pas vraiment. Moi, je trouve que c'est biaisé. Après, ils mettent beaucoup de choses en place. Il y a des acteurs qui mettent les choses en place. Mais dans tous les cas, il faut encourager l'entrepreneuriat. Parce que tu ne sais pas où ça peut te mener. Dans tous les cas, et moi, j'encourage pas Ça vraiment. développe les richesses du pays, hein, in Ouais. fine. Mais moi, j'encourage pas que l'entrepreneuriat, j'encourage le charbonnariat. C'est-à-dire que demain, si tu veux devenir ce que tu dois devenir, fais-le. Demain, tu veux devenir un bon père de famille, ce que j'aspire à être. Voilà, c'est aussi ma manière d'être un boss. Que ma famille manque de rien, que ma femme manque de rien, que mes enfants manquent La de rien. future. Ah, c'est important. Que la future manque de rien, que les enfants manquent de rien, que ma mère, mes parents manquent de rien, que mes proches manquent de rien. Ça, c'est être un boss. C'est grave si quelqu'un, encore en 2025, de banlieue, ben, il gagne le SMIC, il vit en HLM. Bah, Est-ce que c'est grave? c'est grave, oui et non. Oui et non. Des fois, après, il faut tout pour faire un monde aussi. Moi, j'ai arrêté ce truc-là de. Par exemple, il y a un débat en ce moment qui dit ouais, faut-il quitter le quartier pour réussir? En vrai, tu fais ce que tu veux. Hmm. Il y en a qui sentent bien. Moi, ma daronne, elle sent bien. Moi, j'ai déménagé de mon quartier. Ma daronne, elle traîne toujours aux fauvettes. Hein. Ma daronne, c'est une daronne des fauvettes. Elle traîne toujours aux fauvettes. Quand elle sort, elle va aux fauvettes direct. Parce qu'elle se sent bien là-bas. Ouais. Si tu te sens bien. Moi, je suis entre les deux. J'aime mon quartier, mais je peux très bien être avec toi. Je peux très bien être à l'Élysée. Je peux très bien être là-bas. Mais T'aimes bien voir ce qui se passe ailleurs. je suis en Luffy. T'explores le monde. J'explore le monde. Et Cherche comme, le One Piece. voilà, comme tu en as d'autres, non, ça les intéresse pas plus que ça. Et c'est normal. Ou comme tu en as d'autres aussi. Voilà, le quartier, c'est pas un choix. Il se désolidarise complètement du quartier. Et c'est normal, le gars n'a pas choisi d'être là, ou la nana n'a pas choisi d'être là. Pourquoi tu veux lui en vouloir? Je connais plein de Chacun gens, ses aspirations. chacun ses aspirations. Il y a des gens, ils ont grandi avec nous, ils ont quitté le quartier une fois, fiou, ils sont plus jamais revenus. Mais je peux pas en vouloir à la Non, personne. tu peux comprendre aussi. Moi, je comprends, en fait, je comprends tous les états d'esprit. Mais ça, c'est quoi? C'est quand. Par contre, j'encourage la sortie du quartier, à l'explorer le monde. Parce qu'en fait, quand tu vois ça, tu comprends que tout le monde n'a pas les mêmes aspirations, tout le monde n'a pas les mêmes motivations, et tu peux pas mettre tout le monde dans la même case. Nous, on est juste là pour amener les outils. Après, les outils, en vrai, tu en fais ce que tu veux. Si demain, tu veux devenir pâtissier, tu deviens pâtissier. Si demain, tu veux travailler dans le pétrole, tu vas dans le pétrole. Tu veux faire de la comédie, tu fais de la comédie. Il n'y a pas de Le but, limite. c'est de se donner les moyens d'arriver à devenir ce que tu veux devenir. Comme un shonen, comme un manga. Voilà, comme dans les mangas. Comme dans les mangas. Tu vois, bah, Luffy, l'équipage de Luffy, c'est le meilleur exemple. Luffy veut devenir le roi des pirates, mais Zoro, il veut pas devenir le roi des pirates, il veut devenir le meilleur épéiste. Sanji veut devenir le meilleur cuisinier. Comment elle s'appelle déjà? Nami, Nami, elle veut devenir la meilleure exploratrice. ouais, Chopper, il veut devenir le meilleur médecin ils ont du monde. chacun une aspiration. Voilà. Donc en vrai, il n'y a pas de. Et ils bossent en équipe, c'est important Et ça. ils bossent pour un but commun. On va plus loin quand on est réunis, quand on est organisé. Bien sûr. Quand tu te trouves avec les gens qu'on vous retrouvez sur les mêmes valeurs. Et des fois, tu te trouves avec des gens avec les mêmes valeurs qui viennent même pas de ton environnement. Bien sûr. Moi, c'est vraiment la fac qui m'a vraiment ouvert l'esprit. Il y a des gars que j'ai rencontrés à la fac, c'est mes frères et sœurs. Tu vois, c'est des gens que j'ai rencontrés. C'est mes Souvent, à gars. la fac, qu'on tisse les liens les plus forts. Il y en a, c'est plus mes potes, avec des gens avec qui j'ai grandi. Des fois, ça veut rien dire. Hein. Grandir avec des gens dans un quartier, ça veut rien dire. Des fois, il y a des gens avec qui j'ai grandi, on n'est pas ensemble. Hmm. Pas ensemble. Ouais, Ce ça que tu arrive. fais, ça me parle pas. Ton mode de vie, il me parle pas. Tes valeurs, ça me parle pas. C'est pas parce que qu'on. Il y en a aussi qui sont de la même culture que moi, on n'est pas ensemble. Tu vois? Ouais. Ibrahim, Hmm. on arrive à la fin de l'épisode. Laura, en tout cas. J'ai pour habitude de laisser à mes invités le mot de la fin. T'as envie de dire quoi aux jeunes? Et puis, globalement, comment tu veux finir ce podcast? Bah, ce que j'aimerais dire aux jeunes,
Premièrement, je vais vous redire la phrase qu'on m'a dit, c'est qu'il faut qu'on arrête de s'excuser de qui on est. On ne se met pas de limites. Il faut comprendre qu'on est quand même privilégié par rapport à ce qui se passe dans le monde. Il y en a qui veulent mais qui peuvent pas. Donc nous, faut pas qu'on soit ceux qui peuvent mais qui veulent pas. Faut pas qu'on soit dans cette catégorie-là. Il n'y a pas de limite. On fait les causes. Il y a un Dieu au-dessus de nous pour ceux qui sont religieux. Voilà, c'est lui qui décide. Mais en tout cas, on se donne les moyens. Le charbon continue. Et force à nous, hein, par nous pour nous. Force à nous, bah, je pense qu'on en est la bonne illustration. On essaye en tout cas de faire des choses, c'est déjà bien. Carrément. Essayer, c'est déjà l'essentiel. Après, comme tu as dit, On fait les causes. on fait les causes. C'est tout. C'est pas nous qui décidons de est-ce qu'on va Pour arriver ceux ou qui sont pas. religieux. Voilà, pour ceux qui Pour sont ceux qui sont religieux. Mais religieux. même ceux qui sont pas religieux, vous vous rendrez compte qu'au final, vous n'êtes pas maître de. Non, On peut vouloir un paquet de choses et on arrivera à certaines et pas d'autres parce qu'on carrément. n'est pas maître, tout On n'est pas maître simplement. de- Pour moi, on n'est pas maître de son Qu'on destin. veuille ou non. Et il y a toujours quelqu'un qui va nous tendre une main, un truc comme ça. Les phrases de rappeurs, ça n'existe pas. Je me suis fait tout seul et tout. Ouais, non. Enfin, Tout tu seul, peux on va avoir pas ce loin. délire self-made. Enfin, tu peux avoir ce délire self-made en mode ouais, je me suis construit. Oui, tu as fait des efforts pour te construire, mais il y a toujours quelqu'un. Les gens, toi. Le fils, c'est Riley qui l'a. Il y a eu Il y a Shank, c'est Riley. Hein. T'as fait Voilà. une bonne pub pour One Piece De aujourd'hui. ouf. Placement de produit. Ibrahim, Bientôt la merci collab. beaucoup Merci. d'avoir été mon invité. Merci Merci à à toi. tous de nous avoir écoutés. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On vous met le lien du profil d'Ibrahim sur LinkedIn. T'es sur d'autres réseaux, Ibrahim? Insta, TikTok, Charbonnaria, Ibrahim Silla, vous allez On va trouver. mettre les liens. De toute façon, Ibrahim, Silla, Charbonnaria. Suivez ce qu'il fait, c'est lourd, lourd. Et continuez de nous écouter sur le podcast éthique. Merci à tous. Rendez-vous au prochain épisode. Et d'ici là, restez éthiques.